C'est bon? Ok. Excellence, Monsieur Cissé Lo, président du Parlement de la CEDEAO, chers collègues, Mesdames et Messieurs le personnel du Parlement de la CEDEAO, Mesdames et Messieurs de la presse, je me nomme Madame Fomba Fatimata Nyambali, députée au Parlement de la CEDEAO au compte du Mali. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce matin au nom de la délégation malienne pour présenter le rapport sur la situation économique et sécuritaire du Mali. Je voudrais avant tout exprimer notre gratitude à l'endroit du président du Parlement de la CEDEAO, son Excellence M. Cissé Lo, et les collègues pour les efforts inlassables que vous ne cessez de déployer pour que notre pays et la sous-région retrouvent la paix et la sécurité. Cher Président, chers collègues, la crise sans précédent et multidimensionnelle à laquelle le Mali est confronté depuis 2012 impose le dialogue aux Maliens en vue de construire une vision concertée à la hauteur des défis de l'heure. Ils sont sécuritaires, économiques, politiques, institutionnels, sociaux, culturels et climatiques. Conformément à la lettre qu'on nous a envoyée, je fais mien de cela, je m'en vais à la situation sécuritaire, politique et sécuritaire. Situation politique. Les manifestations et les grèves qui ont marqué les années 2018 et 2019, notamment à l'occasion de l'élection du président de la République, étaient des expressions de la détérioration du climat politique et de la grogne sociale. Le report des élections législatives et la double prorogation de la mandature de l'Assemblée nationale ont ajouté à la crispation politique. La série d'initiatives prises par le président de la République pour décrisper le climat politique et social a conduit à un calme relatif à la mise en place d'un gouvernement de mission suite à l'accord politique de gouvernance convenu entre les chefs du gouvernement et des partis et groupements de partis politiques, de la société civile, des autorités traditionnelles et des organisations professionnelles. Le 2 mai 2019, cet accord politique de gouvernance dont le président de la République est le garant a été signé. À la suite de cet accord, un gouvernement de mission a été constitué. Cet accord stipule dans l'article 5 de son article 3 que les partis signataires, dans l'intérêt de la stabilité nationale, conviennent de la tenue d'un dialogue politique inclusif sous la haute autorité du président de la République. L'accord politique qui prévoyait la tenue d'un dialogue national inclusif a conduit à la mise en place par le président de la République d'un triumvirat composé du médiateur de la République, professeur Baba Hakim Aïdara, l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga et l'ex-ministre Aminata Draman Traoré pour la préparation matérielle et scientifique du dialogue national inclusif et son Excellence l'ambassadeur Cheikh Sidi Diarra comme président du comité d'organisation. Moins d'un mois après leur installation, le triumvirat a établi un chronogramme de travail avec un canevas bien précis, basé sur les consultations et l'écoute. Partout où ils ont été reçus, c'est l'écoute qu'ils ont préconisé. Ils ont toujours insisté sur leur rôle, qui n'est autre que de faciliter et non pour juger. Le dialogue inclusif, politique inclusif, n'est pas un événement. C'est un processus qui va se dérouler en plusieurs phases. Il sera conduit suivant une démarche participative et inclusive, aussi bien sur le plan local et régional que sur le plan national. Le dispositif méthodologique sera renforcé dans cette perspective par des moyens technologiques et digitaux, d'autant plus qu'à l'insécurité et l'hivernage s'ajoute la contrainte des distances. L'objectif est d'établir un diagnostic rigoureux des problèmes auxquels notre pays est confronté et de leurs causes en vue de proposer des solutions avec un chronogramme et un plan d'action de mise en œuvre de sortie de crise. L'objectif global du dialogue est de permettre aux acteurs eux-mêmes
d'arriver à un accord global dans le respect de l'ordre constitutionnel et des institutions de la République sur les moyens de solution de la crise, par thématique, avec une feuille de route et des mécanismes de suivi. Les débats du dialogue national inclusif ont porté sur 6 thématiques: paix, sécurité et cohésion sociale, politique et institutionnelle, gouvernance sociale, économique et finances, culture, jeunesse et sport. Les concertations dans le cadre du dit dialogue se sont déroulées simultanément dans les communes les 7 et 8 octobre. Celles au niveau des cercles et les 6 communes du district de Bamako les 14 et 15 octobre. Et les concertations dans les régions et les districts de Bamako les 21 et 22 octobre. Le débat national est prévu pour fin novembre 2019. Situation sécuritaire. L'évolution récente de la situation sécuritaire a ajouté au dysfonctionnement des institutions étatiques, au dilutement du lien social et à la cohésion nationale. Sans avoir totalement disparu dans les régions du nord du pays, l'insécurité et son cortège de morts, de blessés et de déplacés sont propagés dans les centres où la liste des localités martyrs s'est dramatiquement allongée au cours du premier trimestre 2019, du fait de l'islamisme politique qui a germé et prospéré à l'absence des institutions étatiques et des services publics. Les conflits interethniques et intercommunautaires en ont été attisés. Les attaques terroristes se poursuivent au Mali avec son lot de pertes en vie humaine. Dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 septembre, le camp des Fama, les forces armées maliennes de Boulkessi et le poste militaire de Mondoro dans la région de Mopti ont fait l'objet d'une violente attaque djihadiste causant la mort d'une quarantaine de soldats maliens et des dégâts matériels. La dernière attaque meurtrière fut celle du camp de Fama, basé à Indelman, en Songo, région militaire de Ménaka, située à l'ouest de Ménaka par des hommes armés le vendredi 1er novembre 2019. Officiellement, cette attaque a fait 54 morts, dont un civil. En outre, certaines formes de criminalité rurale, urbaine et même transfrontalière sont venues s'ajouter à cette crise sécuritaire nécessitant de ce fait des réponses sous-régionales et sahéliennes. Le comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, nommé ci-après, comité a tenu cette 36e session ordinaire dans les bureaux du haut représentant du président de la République pour la mise en œuvre de l'accord, le 15 juillet sous la présence de l'Algérie. Sur les questions de défense et sécurité, le comité a noté que le processus de DDR accéléré et d'intégration suit son cours, avec notamment l'arrivée de nouveaux éléments profilés dans les centres de formation. Il s'est félicité du renouvellement du mandat de la MINUSMA et a pris acte des nouvelles orientations du Conseil dans la résolution 2480. Il s'est félicité particulièrement de la prise en compte de la situation au centre au titre des priorités de la MINUSMA et a exprimé sa gratitude à l'endroit des membres du Conseil de sécurité. Le Conseil a relevé l'impatience du Conseil de sécurité sur la mise en œuvre de l'accord et son attachement est renouvelé pour le respect des droits de l'homme. Il s'est réjoui par ailleurs à l'adoption consensuelle par les parties maliennes des projets de textes relatifs à la mise en place d'une police territoriale. Il a enfin pris acte des efforts du gouvernement, tant pour le renforcement des capacités des membres des autorités intérimaires que pour le financement de leurs activités. Dans le domaine de la réconciliation et de la justice et des questions humanitaires, le comité a noté l'adoption de la loi d'attente nationale ainsi que des projets réalisés par la Commission Justice, Vérité, Justice et Réconciliation, précisément la disponibilité du projet de texte sur la politique de réparation des victimes de la crise. Le comité a de nouveau fait le constat de la persistance des dissensions au sein de la plateforme. Il a encore écouté les protagonistes et leur a rappelé le caractère exécutoire de sa décision quant à la représentation de la plateforme au sein
du comité de suivi de l'accord. Aussi, l'autre mouvement signataire, la SEMA, a suspendu sa participation aux travaux du conseil de suivi de l'accord à cause de la suspension de la tenue de la 27e session du comité qui devrait se tenir à Kidal les 19 et 20 août 2019. En matière de réforme politique et institutionnelle, le comité a noté, concernant les questions politiques et institutionnelles, que les réformes prévues par l'accord pour la paix sont liées à l'aboutissement du processus de dialogue national inclusif en cours. Il espère que le succès du dialogue permette d'accélérer la mise en œuvre de l'accord pour la paix. Le comité s'est félicité par ailleurs de l'adoption consensuelle par les parties maliennes des projets de textes relatifs à la mise en place d'une police territoriale et a enfin encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour l'opérationnalisation optimale des autorités intermédiaires. Dans le domaine du développement économique, social et culturel, le comité a pris acte des avancées, à savoir l'adoption des textes de base sur la zone de développement des régions du Nord, l'élaboration du manuel de procédure pour le Fonds de développement durable et la volonté des parties de faire un point de situation relatif à la mobilisation des ressources annoncées lors de la conférence de Paris. Il s'est enfin félicité de la formation des autorités intermédiaires sur la question de la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre de leur programme de développement. Situation socio-économique. L'amélioration des indicateurs macroéconomiques n'a pas eu l'impact souhaité sur les conditions de vie de la population, dont l'épineux problème de l'emploi des jeunes. Par ailleurs, les actions de développement sont impactées par l'effort de guerre imposé au pays dans sa lutte contre le terrorisme, l'extrémisme religieux et les conflits armés intercommunautaires. La corruption constitue un handicap majeur à la réalisation des objectifs économiques de l'État. Ainsi, le gouvernement a été obligé de soumettre à l'Assemblée nationale un collectif budgétaire de 2,23 524 000 de francs CFA. Les ajustements ont concerné, d'une part, au niveau des ressources de l'État, l'augmentation nette des ressources budgétaires de 31 524 millions, la diminution des ressources de trésorerie de 18 642 millions et d'une diminution des prévisions existantes de 94 milliards de francs CFA. D'autre part, au niveau des charges de l'État, par la réduction nette des dépenses budgétaires de 22 658 millions et d'une diminution des prévisions existantes de 94 milliards. Ces ajustements ont tenu compte passe d'abord par l'appropriation des questions liées à l'environnement et à l'assainissement par les populations. Dans le domaine de l'assainissement, des efforts louables ont été réalisés par les autorités compétentes qui se sont engagées depuis quelques années dans une dynamique d'amélioration du cadre de vie, des populations. Ainsi, le secteur assainissement est devenu un des secteurs prioritaires et a été inscrit dans le cadre de la stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté, CCRP. En matière de gestion des déchets solides et liquides, certains dispositifs ont été mis en place. Ainsi, toutes les capitales régionales disposent d'un plan stratégique d'assainissement. Pour la gestion des eaux usées domestiques, des dispositifs d'égout ou des projets de lavoir ont été renforcés. Des stations d'épuration, de traitement et des eaux usées industrielles sont en place pour minimiser les efforts écologiques et environnementaux. Il faut signaler que l'Agence nationale de gestion des stations d'épuration au Mali a enregistré des avancées significatives dans le cadre de l'assainissement et de l'environnement. Ces avancées portent sur la mise en œuvre de 8 stations d'épuration. À Bamako, 2 stations sont implantées dans la zone industrielle. 4 autres stations équipées d'une technologie de pointe sont installées dans les structures sanitaires. À l'hôpital du Point-G, la station d'épurage a une capacité de 300 mètres cubes par jour. Au Centre national d'appui de lutte contre les maladies, la capacité est de 100 mètres cubes par jour. À l'hôpital du Mali, la station d'épurage a une capacité de 300 mètres cubes par jour. Pour la gestion des eaux pluviales,
Les réseaux d'évacuation ont été réalisés dans plusieurs villes. Dans la lutte contre les ordures ménagères et les sachets plastiques, des avancées notoires ont été enregistrées, telles que l'interdiction de la production, de l'importation et de la vente de l'utilisation sur l'ensemble du territoire, même si l'application de cette loi tarde à se concrétiser. En plus, l'opération d'envergure Mouvement Gilet Vert pour l'environnement, lancée le 17 août dernier, se fixe comme objectif le curage des caniveaux, le reboisement, la collecte des ordures, l'entretien du fleuve Niger et la lutte contre l'insalubrité sur toute l'étendue du territoire national. Le mouvement prévoit également la sensibilisation des ménages pour un éveil de conscience pour la gestion efficace de notre cadre de vie. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, notre pays, durement touché par le fléau, a développé des plans d'action et des stratégies pour renforcer la résilience au changement climatique et de lutte contre la pauvreté. À travers son projet de gestion des ressources naturelles et de changement climatique, l'AIDD a financé plus de 658 micro-projets d'activités génératrices de revenus pour 16 246 bénéficiaires, dont 12 344 femmes dans les domaines de l'embouche, l'artisanat, l'arboriculture, l'aviculture et le maraîchage, la pisciculture. La protection du fleuve reste un défi majeur à relever par les acteurs chargés de la protection de l'environnement. En effet, la pollution des eaux usées du fleuve est liée particulièrement à l'absence de dispositifs efficaces et à l'insuffisance des populations qui rejettent directement dans les fleuves des ordures et des déchets de toutes sortes. À cela s'ajoute le secteur géo-extractif de la CEDEAO, un autre projet de rapport sur la création d'une base de données géo-extractives et un cadre d'information statistique de la CEDEAO. Ces deux projets ont pour objectif la valorisation des ressources minières et pétrolières des États membres tout au long de la chaîne de valeur du secteur et ont une durée de 3 ans. Concernant le ministère de l'Élevage et de la Pêche, il y a un projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Un projet de l'élevage et pastoralisme intégré et sécurisé en Afrique de l'Ouest pour une durée allant de 2018 à 2022. Un programme d'appui à la commercialisation de bétail en Afrique de l'Ouest. Au titre du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, il y a la Semaine de l'amitié et de la fraternité Safra, qui est initiée depuis 40 ans. Ce projet vise à promouvoir l'intégration et les échanges entre les jeunes des villes membres de la Safra. Il y a un programme des volontaires de la CEDEAO. Au titre du ministère de la Promotion de la Femme et de l'Enfant et de la Famille, il y a un programme d'appui à la promotion des filles dans le secteur de la formation spécialisée technique et professionnelle pour l'octroi des bourses d'excellence à des filles brillantes mais issues de familles démunies. Il y a un programme de soutien médical et financier en faveur des femmes et des filles souffrant des fistules obstétricales dans les États membres de la CEDEAO. Un projet de 50 millions de femmes ont la parole. Au titre du ministère de la Culture, il y a un programme régional de développement culturel de la CEDEAO. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, un programme d'harmonisation et de réglementation pharmaceutique dans les perspectives de la création de l'Agence ouest africaine de médicaments. Le programme de lutte contre le commerce illicite des produits contrefaits et de la contrefaçon. 3 plans pharmaceutiques sous-régionaux. Il y a un programme de renforcement des laboratoires de contrôle de qualité des médicaments. Le projet SWIFT financé par la Banque mondiale. Le programme de gestion intégrée des vecteurs en Afrique de l'Ouest. 6. 2. Ratification des protocoles et conventions de la communauté. Le Mali a ratifié 43 protocoles et conventions sur 54 signés au niveau de la communauté. Les 11 non ratifiés sont en cours d'examen. 6.3. Prélèvement et reversement du prélèvement communautaire. Dans le cadre du versement des prélèvements communautaires, le Mali a recouvré 5 506 millions
447 796 et à reverser jusqu'au 30 septembre la somme de 4 617 410 810 francs CFA. Ça, c'est la situation au 30 septembre. Il n'y avait pas d'arriéré. 6.4. Intégration régionale et libre circulation. La diaspora malienne dispose de capacités assez diversifiées que le pays ambitionne de valoriser et de mobiliser au service du développement local et national. Ces capacités concernent principalement le transfert des compétences techniques et scientifiques de la diaspora, la mobilisation des investissements et des ressources financières. L'objectif global et recherché est de combler le déficit d'expertise, d'améliorer le niveau de formation nationale, de soutenir la recherche scientifique, de valoriser à travers sa diaspora l'établissement d'un cadre de partenariat multiforme, d'appuyer la promotion du développement local et l'investissement productif. Il s'agit aussi de capitaliser et de renforcer les initiatives entreprises, notamment celles conduites dans le cadre du programme Token, du projet de co-développement CODEF et de la coopération décentralisée. Les différents forats et assises organisés par l'État à l'endroit de la diaspora ont formulé d'importantes recommandations qui traduisent cette volonté politique de l'État. Fort de cet engagement, les autorités ont pris d'importantes mesures et mis en place des conditions favorables à l'entrepreneuriat et à l'investissement. En plus des dispositions existantes, il s'agira de favoriser une meilleure mobilisation des investissements productifs et des transferts financiers de la diaspora, d'améliorer leur impact sur le développement local et les conditions de vie des populations. La volonté des plus hautes autorités maliennes à faire davantage participer la diaspora à la gestion des affaires publiques et au développement local et national est